Mesdames et messieurs, de notre plongée dans LCI Midi, dans ce monde particulier, ce monde étrange de la politique, illustration avec cette folle semaine à l'Assemblée nationale, avec notre beau plateau d'experts autour de moi. Merci à vous pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe. Est-ce qu'on peut encore parler de budget? Est-ce qu'on va parler maintenant d'ISF, de la fin de la taxe Zuckman? Mais puisque l'on parlait de bizarre, mesdames et messieurs, je vous propose cette séquence quand un irréductible de la France insoumise, vous allez le découvrir, est applaudi par une grande partie de la Macronie. Cherchez bien dans la foule un certain Gabriel Attal et on en reparle dans un instant. Monsieur Bompard, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 100, sur la bonne tenue des débats, je suis stupéfait du vote qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre le Parti Socialiste et le Rassemblement National pour exonérer d'impôts sur la fortune immobilière le château de Madame Le Pen. Voilà ce qui vient de se passer aujourd'hui dans cet hémicycle. Ben voyez, Gabriel Attal, vous l'avez reconnu, il était debout au milieu des travées. Ça vous inspire quoi? Et on parlera après ISF. Rien de très joyeux. Je remarque, pour ce qui a été dit un tout petit peu avant la pub, qu'en réalité, il y a des alliances classiques et des alliances qui le sont moins. C'est-à-dire que sur le budget, en effet, chacun tire la couverture à soi. Mais quand ça concerne, par exemple, la dénonciation, même symbolique des accords de 68, là, on a quand même eu des mots qui dépassaient l'entendement. Je rappelle qu'on a quand même évoqué Édouard Philippe et ses partisans qui devaient être nostalgiques de l'Algérie française, en disant que c'était aussi le retour de l'OAS à l'Assemblée nationale. Donc, quand on évoque, si vous voulez, les alliances, je remarque qu'elles sont beaucoup plus faciles plutôt à gauche de l'hémicycle que plutôt à droite. Fin de la parenthèse sur ce qui est de la cosmétique. Quand à l'instant, Frédéric dit en réalité, on a du mal à voir de la lisibilité. Et moi, je vois beaucoup de visibilité. C'est-à-dire que dès qu'il y a moyen, à un moment ou à un autre, de taxer, on va dire, un domaine économique que la moitié des députés ne comprennent pas. Je rappelle qu'on a eu quand même un président de la Commission des Finances qui a expliqué la taxe Zuckman sans totalement maîtriser ce que c'était. On le rappelle, parce que on a oublié, et on l'oublie encore récemment. Et en réalité, il y a une volonté qui est quand même d'aller chercher le pognon, pour parler vulgairement, là où il est. Mais en réalité, il est toujours au même endroit, c'est-à-dire les plus riches, en oubliant, si vous voulez, de dire qu'on est le pays le plus taxé au monde, que là, on doit faire des dépenses. Pour l'instant, c'est pas évoqué, même si le volet économie, notamment, va arriver, le volet dépenses également. Et je rappelle que cette semaine, au milieu du marasme fiscal Made in France, parce que ça, par contre, on sait bien faire, il y a eu un rapport de la Tax Foundation, qui est un institut de Washington, qui justement est très attentif aux questions économiques. Ils ont classé la France, ce qui n'est pas anecdotique, 38e pays sur 38e en ce qui concerne la compétitivité fiscale. On est les derniers. Et pourquoi? Parce qu'en effet, on a un festival de création de taxes et on a des députés qui se lèvent pour proposer des amendements où on propose de taxer à 41%. Comme si c'était classique et comme si c'était un taux totalement normal. Je rappelle qu'on est le plus taxé et si on ne veut pas regarder tout doucement en France le sujet qui commence à monter, à savoir tout doucement une difficulté quant à ce qui est censé régir un tout petit peu le contrat social, c'est-à-dire le consentement à l'impôt, on devrait s'en inquiéter, et l'efficacité de la dépense publique, parce que être taxé énormément, en réalité, pourquoi pas? En revanche, il faut que ça suive derrière, et en ce qui concerne ce volet-là, en France, on n'est pas excellent non plus. Alors, on va parler de la boulimie du Parti Socialiste dans un instant, mais revenons quand même à ce qui s'est passé hier, Michel Remy, l'ISF. Alors, l'ISF revient, c'est un nouvel impôt, et on parlera d'une grande disparue de la semaine, la fameuse taxe Zuckman, qu'elle soit allégée ou 100% matière grasse, on n'en parle plus. L'ISF. L'ISF, ça va être une réforme, mais c'est ce qui moi m'étonne, c'est sur la fortune improductive. Et d'une certaine manière, il faut replacer un peu le débat, c'est qu'en fait aujourd'hui beaucoup d'économistes veulent mettre la fiscalité au niveau du 21e siècle, c'est-à-dire notamment je dirais la taxation mondiale et en même temps toucher les plus riches. Simplement, moi, ce que j'aimerais savoir dans ce pays, c'est que j'aimerais que, et je reprendrai un mot de Tony Blair, c'est qu'il faudrait aimer les riches comme les joueurs de foot. En fait, parce que concrètement, on a toujours, entre guillemets, l'ennemi, c'est toujours le riche. Et donc, on a tendance à prendre. Or, en fait, c'est important parce que si on taxe ces riches, eh bien, on va avoir des problèmes de croissance par la suite. Mais ça dépend ce qu'on taxe des riches. Oui.
Mais la difficulté est là, c'est Il y que... a une différence entre taxer leur entreprise, taxer les dividendes, taxer leur capital, taxer les bénéfices qui émergent du capital. Mais la question est là, c'est-à-dire qu'on va prendre les bijoux, on va prendre des chevaux, on va prendre également aussi les yachts. Donc la question est que lorsque vous achetez un cheval, vous n'êtes pas certain qu'il rapporte. Donc Non, mais vous avez les moyens de l'acheter, ça dépend le cheval. Vous achetez. Vous pouvez acheter un tocard. Il y a une différence entre le bourrin et le pur sang qui gagne le Grand Prix de Diane. La question est là, mais en même temps aussi, c'est une question de liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On nous impose à ne pas pouvoir acheter un yacht si j'ai les moyens, ou un cheval si j'en ai les moyens, ou les bijoux. Donc, à un moment donné, on voit aussi progressivement, si cette taxe apparaît, de plus en plus, on va voir de plus en plus de jurisprudence et on va repartir sur des coûts administratifs qui vont être importants. Donc, à un moment donné, c'est aussi la liberté d'entreprendre et de faire la liberté de savoir ce qu'on a envie de faire de notre argent. Vous considérez qu'il y a eu une avalanche de taxes, une démesure cette semaine à l'Assemblée nationale? Oui, mais si vous voulez, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on commence... Est-ce que vous avez compris quelque chose Non, mais c'est pour nous rassurer? Après, c'est pas définitif. C'est-à-dire que, en fait, on commente ça comme si c'était la réalité, mais c'est une pièce de théâtre. Aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il est assez peu probable que le budget en l'état, voire même le budget tout court, soit adopté. Donc là, quel est l'enjeu? Quel est le plan des socialistes? Il faut le comprendre. Le plan des socialistes, c'est qu'ils ne veulent pas voter le budget, mais ils veulent quand même ne pas censurer. Et donc, il faut que la première partie du projet de loi de finances, ne soit pas rejetée. Pour qu'il ne soit pas rejeté, il faut que les socialistes s'abstiennent, mais pas que. Il faut que les écolos et les communistes s'abstiennent. Donc, il faut avoir des mesures très emblématiques, très fortes, pour permettre aux écolos et aux communistes... Il faut des têtes de gondole. Exactement, s'abstiennent. De l'autre côté, il faut que vous ayez plus de recettes parce que derrière, si on devait passer au volet dépenses, il faut équilibrer. Et donc, à partir de là, si vous voulez avoir... Il faut des petits trésors de guerre pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent pour redistribuer. Si vous voulez moins réduire les dépenses, il faut augmenter les recettes. Et donc, on est dans ce jeu-là, sachant très bien que, in fine, ce budget, pour qu'il passe, il y a 3 réalités arithmétiques. Soit les socialistes et les LR, tous les socialistes, les abstentions, etc., ça compte pas pour le budget. Il faut que tous les macronistes, tous les LR, tous les socialistes votent le budget. Il y a très peu de probabilité pour que ça arrive. L'autre réalité arithmétique, c'est que, comme on l'a dit, vous ayez tous les LR, tous les macronistes qui votent le budget, des communistes, des écolos, des socialistes qui décident de s'abstenir. À ce stade-là, ça n'existe pas vraiment non plus. L'autre option, c'est que le RN s'abstienne avec les socialistes. Oui, mais... Ça, pour l'instant, ça ne marche pas vraiment non plus. Donc on est dans une forme de tragédie. On sait très bien qu'à terme, le budget va dans le mur, mais il faut que les acteurs soient bons, parce que jour par jour, on gagne des batailles idéologiques. On gagne ou pas la taxe Zuckman, on gagne ou pas le retour à l'ISF, pour donner des gages politiques, et derrière, qu'est-ce que ça donnera? Sans doute que cet impôt qu'on commente là, il ne verra jamais le jour. J'aime cette image de la tragédie avec des acteurs qui doivent être bons. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on en découvre quelques-uns de ces acteurs qui ont marqué l'actualité. On va commencer par les socialistes. Et vous allez voir, il y a les socialistes. Ils ne sont pas tous d'accord. Ils n'ont pas tous la même posture vis-à-vis du gouvernement. On commence par celui qui a beaucoup à perdre, Olivier Faure. Si la copie était maintenue telle qu'elle est aujourd'hui, je le dis solennellement, il n'y aura pas de vote positif et il y aura même un vote contre des socialistes et donc ce budget ne pourra pas passer. Il ne s'agit pas là d'un chantage, il s'agit simplement là du respect nécessaire des Françaises et des Français. Il est urgent que les Français soient entendus. Alors, bon ou pas, l'acteur Faure? Vous savez, quand on commence par dire c'est pas un chantage, c'est que ça y ressemble beaucoup, sans qu'on lui pose la question. C'est comme le 8 mai. Et les socialistes, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que c'est qu'un compromis. Un compromis, c'est donnant-donnant. C'est pas je gagne, les autres perdent. Et donc à chaque fois, ils sont comme un gamin qui veut un truc. Alors on leur donne la suspension de la réforme des retraites. Ah mais oui, mais on veut le dégel. Et puis après, on veut plus. Et à chaque fois qu'ils obtiennent quelque chose, ils en demandent encore plus en disant ouais, mais sinon à la fin on vote pas. Ils savent, Benjamin Morel le sait, qu'il dit qu'ils ne voteront pas. Ce qu'ils veulent, c'est si jamais il y a une dissolution, des arguments électoraux. Ils n'ont pas eu la notamment face à LFI. Aussitôt, ils disent ah oui, mais on a eu l'ISF. Alors que le Prisca-Thévenot dit aussitôt non, c'est pas l'ISF, sinon LFI l'aurait voté. On est dans la recherche d'arguments électoraux au cas où il y aurait une dissolution. Donc, calendrier, on ne sait plus trop comment ça pourrait passer. Mais ils crantent des sujets en disant, voilà, on n'a pas voté de budget, mais on avait obtenu ça, ça et ça, mais ce n'était pas assez, donc on ne l'a pas voté. Et de l'autre côté, il y a LFI qui dit, voyez, nous,
Dès le début, on a dit que c'était pas négociable. Tout le monde est dans son camp. Tout le monde parle uniquement à ses électeurs. Et tout le monde a perdu de vue l'idée que la France est totalement surendettée et que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors restez bien avec nous parce que tout à l'heure on parlera de 2027 et on a d'ores et déjà le slogan de la gauche et du Parti Socialiste. On ne vous en dit pas plus, vous verrez, de la bouche même d'Olivier Faure. Non mais on parlait, Benjamin Morel à l'instant parlait des victoires politiques en effet qui risquent de ne pas voir le jour parce que navette parlementaire, parce que Sénat, parce que plein de discussions, etc. Mais il a utilisé un mot qui est la bataille idéologique. Et quoi qu'on en pense, ce qui s'est passé hier est fascinant et à mon sens on n'est pas assez revenu dessus. Quand le Premier ministre Sébastien Lecornu dit qu'en réalité la taxe Zuckman est officiellement inconstitutionnelle, il faut quand même dézoomer. Alors on y reviendra parce que ça c'est pour Benjamin Morel. Mais précisément, j'ai aucun doute sur le fait qu'il parlera de la constitutionnalité mieux que moi, mais on a quand même d'un point de vue même communication politique passé des semaines et des semaines. Et puisqu'on a eu la métaphore de dramaturge, allons sur la métaphore religieuse, quasiment un nouveau messie qui allait évangéliser la gauche dans des églises quand même quasiment convaincues en expliquant qu'en réalité cette taxe allait tout résoudre. Moi j'ai entendu Gabriel Zuckman, j'ai eu l'impression que des morts allaient renaître, que des vieux allaient rajeunir parce qu'en réalité on allait tout financer. Et les aveugles retrouver la vue peut-être aussi. Mais sans doute, et vous rigolez, et en réalité moi je serais légèrement de gauche, je serais absolument paniqué de voir l'état moral de ce camp politique, de n'avoir qu'une seule taxe pour résoudre tous les problèmes. C'est déprimant. Et de voir qu'en France on a mais de pouvoir l'abandonner sans trop batailler aussi. Oui, mais en réalité ça montre le côté. Mais deux choses. Un, rappelez-vous, on a quand même parlé de cette taxe. Tous les économistes qui n'étaient pas forcément, on va dire, contre le principe, étaient d'accord pour se mettre, on va dire, sur un terme qui était que jamais ça ne rapporterait la somme qu'avançaient les socialistes, à savoir 20 ou 25 milliards. Tout le monde s'accordait à dire plutôt 5 milliards. Première chose. Et ensuite, après un mois de campagne financée notamment sur certaines ondes et sur certains écrans, sans contradiction apparente, une fois plus sans maîtrise du sujet, on est allé jusqu'à ce chiffre qu'on évoque sur tous les plateaux, 86% des Français sont pour cette taxe Zuckman. Donc vous voyez, idéologiquement, je trouve ça sidérant qu'on ait passé un mois la projecteur dessus pour qu'au final le Premier ministre nous dise en réalité de toute façon ça ne serait pas constitutionnel. Idéologiquement, je trouve ça d'où le fait d'ailleurs, pour en revenir au Parti Socialiste, qu'ils ne se sont pas trop battus hier sur l'abandon de cette taxe Zuckman. Alors on va parler d'autres socialistes dans un instant. D'un mot, Michel. Oui, brièvement, je dirais que la censure, en fait, elle plane, mais elle va jamais tomber parce que personne ne voudra gouverner le chaos qui va s'en suivre. Donc jusqu'à la fin des débats, il y aura toujours cette menace. Et donc, on va arriver, comme a dit Benjamin, on va jamais voter et puis après. Donc c'est de la mauvaise tragédie alors. Ça peut arriver. Ouais, ils sont plutôt bons comme acteurs. Oui. Je trouve très dur avec eux. Mais la fin. Oui, bon, comme acteurs, les socialistes, je pense qu'ils ont beaucoup plus perdu qu'ils n'ont gagné dans cette séquence. En réalité, ils ont montré qu'ils ont été... ils ont poussé la taxe Zuckman, puis après, finalement, non, on préfère une taxe Zuckman light, le fameux amendement Mercier, qu'ils n'ont même pas obtenu. Tout ça au prix de fracturer encore davantage la gauche, parce que certes, ils prennent de plus en plus leur distance avec. Oui, mais LFI. d'occuper la scène, d'occuper le terrain. Oui, mais c'est par rapport à LFI. C'est pas ça qui comptera au final, parce que non seulement ils s'éloignent de plus en plus d'LFI, mais ça c'était l'objectif, mais aussi des écologistes et des communistes qui n'ont pas compris vraiment la stratégie et la tactique du Parti socialiste dans ce débat, qui in fine n'obtient pas grand-chose. Et je pense qu'aujourd'hui même, les barons socialistes se disent qu'ils sont dans une impasse et qu'ils ne savent pas comment ils vont sortir de cette situation. Ils ne peuvent pas censurer, mais ils ne peuvent pas non plus approuver ce budget sans avoir gagné beaucoup dans les débats. Donc, pour l'instant, les acteurs socialistes, puisque vous utilisez le mot, n'ont pas tout à fait réussi leur prestation. Alors, je vous laisse la parole, Benjamin. On va écouter un autre acteur socialiste d'importance. C'est pas le même ton que le chef du Parti socialiste. Il s'agit du patron des députés socialistes à l'Assemblée. On l'écoute et il est face au Premier ministre. Direz-vous aux malades que c'est eux qui vont payer? Direz-vous aux personnes en situation de handicap que c'est elles qui vont payer? Direz-vous aux malades que c'est eux qui passeront à la caisse? Monsieur le Premier ministre, ce qui se joue ici est essentiel. Nous ne pouvons pas laisser la République sacrifiée sur l'autel de l'intransigeance de quelques-uns et du mensonge de tous les autres. Vous ne pouvez pas faire entendre à nos concitoyens depuis des semaines et des mois qu'il existe un impôt miracle pour établir la justice fiscale et au moment où on en parle, faire preuve de moquerie et de cynisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
on ne peut pas mentir à nos concitoyens. En tout cas, on ne peut pas se mentir entre nous, ici, dans cet hémicycle, en disant qu'un impôt miracle ramène 15 milliards d'euros, alors que l'assiette finale équivaut à 4 ou 5 milliards d'euros. Benjamin, là, il y a un côté tragédie quand même. Mais là, on est totalement dans le théâtre, parce qu'en fait, vous avez un Boris Vallaud qui s'adresse à qui? Il s'adresse à Sébastien Lecornu, mais Sébastien Lecornu n'est pas la vraie adresse, parce que Sébastien Lecornu ne tient pas ses troupes. Et d'ailleurs, eh bien... En a-t-il d'ailleurs, il l'a reconnu. Il n'en a quasiment pas. Et donc, à partir de là, quand vous menacez de censure Sébastien Lecornu, vous ne menacez pas Sébastien Lecornu, vous menacez les Renaissances qui, eux, ont peur, comme de leur ombre, d'une dissolution, parce que quelles que soient les enquêtes d'opinion, si jamais demain il y a dissolution, ils sont foutus. Ils sont en capilotade. Ensuite, vous avez des socialistes qui sont aujourd'hui dans une impasse stratégique. En gros, ils ont jusqu'à la mi-novembre pour censurer, avoir une dissolution. Après, ça devient impossible. Et donc, après, ils devront avaler soit la couleuvre du budget, ce qui va être très coûteux politiquement, soit un budget appliqué par ordonnance, et ce ne sera pas le budget dont ils rêvent, ce sera le budget originel qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée. Et donc là, que vont dire les Insoumis? Les Insoumis vont dire, regardez ces socialistes qui n'ont pas voulu censurer à temps, et qui, résultat, font que le pays fonctionne avec le budget élaboré en fait par François Bayrou. Et donc, quoi qu'il arrive dans ce stade-là, à ce moment-là, ils perdent. Et donc là, il y a une dernière fenêtre de tir, qui est bien importante à comprendre pour voir les tensions, qui court jusqu'à la mi-novembre, où ils peuvent encore censurer et avoir une dissolution. Ils savent que s'ils ratent ce coche-là, à ce moment-là, ils sont pris dans quelque chose où, d'une certaine façon, ils n'auront plus vraiment les manettes. Alors, j'imagine quand même celles et ceux qui nous regardent, et au-delà, ces Français. Nous-mêmes, on a du mal à comprendre quelque chose. Depuis tout à l'heure, on parle de comédie, on parle de tragédie, on parle d'acteurs, mais ce sont des acteurs et on parle d'échéances, parfois très personnelles. Est-ce que il ne risque pas d'y avoir une mauvaise fin à cette tragédie entre les Français et les politiques? Je crois que là, avec le spectacle. Il y a quand même, moi je trouve que les acteurs surjouent, là. Le PS surjoue complètement. Ils cherchent à avoir un budget de gauche. Ils n'ont pas la majorité. Ils n'ont toujours pas réussi à comprendre qu'ils n'avaient pas la majorité absolue. Le plus gros groupe constitué à l'Assemblée, c'est le Rassemblement national. Ils l'oublient. Mais ils votent avec le Rassemblement national. Ils lui donnent des gages. Et donc, s'il y a une dissolution, ce qui gêne le PS et ce qui gêne Renaissance, c'est que c'est le RN qui a toutes les chances de voter. Il y a eu un sondage hier via Voice Libération. 54% des Français n'excluent pas de voter pour le Rassemblement national. Donc, c'est lui qui tire bénéfice de ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que justement, on est dans une comédie, dans un jeu de posture, avec, pour le PS, un objectif qu'ils n'ont pas étudié, c'est-à-dire on obtient le plus possible de concessions. La suspension de la réforme des retraites, c'est pas rien. Mais ils ne veulent pas voter ce budget à la fin des fins. Donc ils veulent des concessions, mais ils n'acceptent pas l'idée qu'à la fin, ils devraient le voter. Donc ils sont dans une position complètement contradictoire. Parce que quand on obtient des petites victoires, à la fin, on se dit on a gagné la bataille. Eux, non. Ils veulent des petites victoires, des petites victoires, des petites victoires. Mais ils ne veulent pas gagner la bataille parce qu'ils ne pourront pas avoir un budget totalement de gauche, puisque la gauche n'est pas majoritaire dans le pays. Donc, ils sont obligés de faire des concessions. Donc, ils surjouent la défense des classes populaires, mais quand on joue, on se retrouve toujours battu par ceux qui sont enracinés.